Bienvenue pour cette émission de Contrepoint. Alors cette semaine, je ne vais pas revenir sur les tarifs douaniers de Donald Trump, mais sur un autre sujet qui est un événement qui me paraît extrêmement important, mais qui est passé sous les radars. C'est la raison pour laquelle je voulais revenir dessus, à savoir le sommet Union européenne-Asie centrale. Et vous allez voir qu'à travers ce sommet européen Asie centrale, on va aussi évoquer les tarifs douaniers et on va aussi évoquer la question russe. Donc c'est un sommet qui s'est tenu les 3 et 4 avril à Samarcande, en Ouzbékistan. C'est le premier sommet de ce type qui réunit les pays d'Asie centrale, donc les pays en stan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan et les pays donc de l'Union européenne. Pourquoi ce sommet est-il important? D'abord parce que c'est le premier, donc ça montre qu'il y a un intérêt de l'Union européenne pour l'Asie centrale. Ensuite, parce que ce sommet s'inscrit dans la confrontation géopolitique entre la Russie, la Chine et l'Europe. L'Asie centrale, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle en géopolitique la terre du milieu, pour reprendre l'expression d'Alfred Mackinder, qui a ensuite été reprise par Tolkien dans son œuvre majeure. On parle également de l'Eurasie. L'Eurasie, c'est le 6e continent de la géopolitique. C'est cet espace qui relie l'Asie à l'Europe. C'est par là notamment que passent les routes de la soie. C'est à Astana, capitale du Kazakhstan, qu'il y a maintenant une dizaine d'années, Xi Jinping a fait un grand discours pour annoncer la mise en place des routes de la soie. Donc ce qui se passe en Eurasie, notamment en Asie centrale, est profondément crucial, alors même qu'on en parle très peu. Et donc l'objectif de cette émission, c'est justement d'en parler, parce que c'est par là que passent les axes de circulation, les échanges de marchandises, je pense notamment pour les hydrocarbures, le gaz et le pétrole. On a aussi d'importants gisements, notamment d'uranium, c'est le cas par exemple au Kazakhstan. On a aussi des gisements de gaz et de pétrole, je pense notamment au gisement du Kashangan, qui est situé au nord de la mer Caspienne, qui débute sa production. Ça fait une dizaine d'années, plus de 10 ans maintenant, quasiment une quinzaine d'années, que Total travaille sur l'exploration et la production du gaz et du pétrole au Kashangan. Et on a également des voies ferroviaires, des voies de train, donc, qui permettent de relier les ports chinois aux ports européens. Donc l'Asie centrale, c'est pour la Chine un espace essentiel, un espace où Pékin veut être, et Pékin fait un travail important pour y être. Et puis c'est également un espace où la Russie est présente, puisque nous sommes dans l'ancien espace soviétique. Ces territoires, ces pays sont indépendants depuis 1992 et la disparition de l'Union soviétique. Or, pendant longtemps, on présentait ces territoires comme étant l'étranger proche, l'endroit qui fut autrefois Russie impériale, fut autrefois Union soviétique, est aujourd'hui indépendant, mais avec lesquels la Russie conserve des liens importants. Vous avez notamment une importante population russe au Kazakhstan, c'est à peu près 20% de la population. Beaucoup de Russes également dans les autres territoires, en Ouzbékistan ou au Tadjikistan, par exemple, avec des facilités de déplacement. Et la Russie avait pour projet de faciliter l'intégration économique de ces territoires. La guerre d'Ukraine change tout. Et c'est pour ça que la guerre d'Ukraine ne peut pas être étudiée uniquement sous l'angle d'un affrontement entre l'Ukraine et la Russie. On a une guerre qui bouleverse la question russe dans ses marges. Et si la Russie contrôle aujourd'hui 20% de l'Ukraine et probablement on va conserver ces territoires, en revanche la Russie est en train de perdre, ou même a perdu, son étranger proche, et notamment l'Asie centrale. Prenez un pays comme le Kazakhstan, il y a à peu près 8000 km de frontière avec la Russie, 20% de sa population est russe, d'origine russe, ou a des passeports ou des facilités russes. Évidemment, le Kazakhstan craint une résolution à l'ukrainienne. Il se dit que si la Russie envahit l'Ukraine, un jour peut-être, elle envahira le Kazakhstan pour récupérer ses territoires. Le Kazakhstan n'a jamais été un État indépendant. Il est indépendant pour la première fois en 1992. Avant d'être occupé par la Russie impériale au XVIIIe siècle, c'était pas un État, c'était un espace de plaine avec des tribus nomades. Donc une grande crainte d'une invasion potentielle, une grande crainte d'une présence russe. Et donc on a
un déploiement de ces territoires vers la Chine d'une part, mais surtout de plus en plus vers l'Union européenne, puisque ces pays ont compris que si la Chine était leur principal partenaire commercial, il valait mieux ne pas mettre tous ces échanges avec la Russie. D'ailleurs, aujourd'hui, le Kazakhstan a les pays européens comme premier partenaire commercial. Et donc, ce sommet Union européenne-Asie centrale, c'est une manière de renforcer les liens économiques avec les pays et également de contrecarrer la puissance russe. Et vous voyez que lorsqu'on parle d'une opposition à la Russie, lorsqu'on parle d'une réponse à la Russie, beaucoup voient ça uniquement sous l'angle militaire, mener une guerre militaire contre la Russie. On sait bien que c'est compliqué, que l'Europe n'a pas les moyens militaires d'un affrontement avec la Russie. Puis la guerre militaire, on sait quand ça commence, on ne sait jamais comment ça va finir, et ça peut prendre des conséquences profondément dramatiques. Et je veux dire que pour une fois, il faut le souligner parce que l'Union européenne fait rarement des choses tout à fait positives, mais pour une fois, il y a une vraie compréhension des enjeux géostratégiques avec l'idée qu'en faisant un partenariat économique avec ces pays, eh bien, on va les détacher de l'influence russe pour les mettre dans l'influence européenne. Et donc, c'est une manière de répondre à l'expansionnisme russe en attachant ces pays à l'Europe et non pas à la Russie. Et vous voyez que c'est une manière de répondre par la guerre commerciale, par la guerre économique, par les tarifs douaniers à cette confrontation menée par la Russie. Alors je terminerai par un contrat qui a été conclu avec l'Ouzbékistan, qui est un contrat qui s'appelle le SPG+. SPG, ça veut dire Système de préférence généralisé. Un terme un peu compliqué pour désigner le fait que l'Union européenne conclut un contrat avec un pays. Alors il y a l'Ouzbékistan, mais il y a beaucoup d'autres pays qui ont ce type de contrat. Je pense notamment au Pakistan, Mongolie, Philippines, Kyrgyzstan. Et donc l'idée est la suivante, c'est de dire vous faites des efforts en matière politique vers une plus grande démocratie libérale, donc en matière de gouvernance, en matière de respect des droits de l'homme, en matière de respect de la presse, la liberté d'expression. On surveille on contrôle, on vérifie que vous fassiez bien cela, et en échange, on baisse les tarifs douaniers. Vous voyez que c'est exactement l'inverse de ce qui est fait par Donald Trump. Donald Trump augmente les tarifs douaniers comme une répression contre les États européens et d'autres États, et l'Union européenne dit, bien non, vous allez vous aligner sur nos critères politiques et libérales de liberté, et en échange, on va baisser les tarifs douaniers et donc faire davantage de commerce avec vous. Vous voyez donc que l'Union européenne est aussi capable de faire usage de l'arme des tarifs douaniers, mais avec une autre perspective évidemment que ce qui est mené par Donald Trump. Donc une région à suivre, suivre également ce traité SPG+, qui a été signé pour voir au-delà du sommet du 3 et 4 avril et au-delà des contrats qui ont été signés, comment ça va évoluer dans les mois et les années qui viennent. En tout cas, nous sommes vraiment là au cœur d'une zone cruciale pour la géopolitique actuelle.